Alors, il y a un concept qui a fait beaucoup de chemin ces derniers temps, c'est le concept de principe de précaution. Ce concept de principe de précaution, quand on l'applique à l'urbanisme, quand on pense à l'inondation, souvent on a tendance à faire le raccourci de se dire si une zone est inondable, il ne faut pas construire. On évite le danger, on s'assure qu'il n'y a aucun danger, et donc on fige peut-être certaines zones de la ville. En réalité, la doctrine n'est pas vraiment celle-ci, elle est peut-être plus souple, c'est ce que vous allez pouvoir nous expliquer. Et puis peut-être que pour commencer, il faut déjà bien définir ce que c'est qu'une zone inondable, parce qu'il y a peut-être une zone inondable dans le savoir collectif, et puis il y a une définition juridique qui n'est pas forcément la même. Madame Tagrand ? Oui, merci. Alors, avant de faire du juridisme et du technocratique et de la réglementation, j'avais envie cet après-midi de vous raconter une histoire qui plonge dans les racines de ce qu'est l'histoire française. Le 1er novembre 1755 a eu lieu à Lisbonne un séisme qui a ravagé les 3/4 de la ville. Faisant suite à ce séisme, qui avait lieu, vous l'avez noté, 1er novembre, jour de tous les saints, suite à ce séisme, un débat extrêmement violent entre Rousseau et Voltaire a eu lieu. Voltaire estimant que le séisme était une espèce de fatalité qui s'abattait sur l'homme, voire qui punissait l'homme d'être mauvais. Voltaire, au contraire, estimait que non, le séisme, il existe, mais l'homme avait décidé de s'installer là. Et si on ajoute le risque, le séisme et l'installation de l'homme au même endroit, on obtient une catastrophe. Et alors donc Voltaire et Rousseau échangeaient des courriers parce qu'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça à l'époque, donc les débats ont duré sur de nombreuses années. Et alors en 1759, je tenais absolument à vous le lire, voilà ce que Rousseau écrit à Voltaire. « Sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez par exemple que la nature n'avait point rassemblé là 20 000 maisons de 6 à 7 étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être même nul. » Alors ce que nous dit Rousseau en 1759, c'est que, ok, il y avait un risque, mais plutôt que de construire des immeubles, on aurait pu construire des plus petites maisons et étaler un peu l'urbanisme. Donc il y a 250 ans, on avait déjà cette idée de faire le cumul, de mettre bout à bout aménagement du territoire et connaissance du risque. Alors à la question que vous nous avez posée, on est en plein dans le sujet, qu'est-ce qu'une zone inondable ? Une zone inondable, c'est une zone qui a déjà subi une inondation. Et là, c'est la mémoire qui peut nous le dire, par exemple. Là, typiquement, dans le cas de Lisbonne et du séisme, la mémoire commence à s'ancrer sur cette connaissance de ce premier séisme à Lisbonne. Nos zones inondables, on les connaît de mémoire d'hommes sur 1, 2, des fois 3 générations, de mémoire de cartes postales, de mémoire d'archives. Ça, c'est une première source d'indication qui nous dit, là, on a déjà connu une inondation, donc a priori, cette zone-là est inondable. Alors aujourd'hui, en 2023, et depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, la zone inondable, on la caractérise par des études hydrauliques. Donc on va aller chercher une caractérisation technique et scientifique de la zone inondable. Et une fois ces études hydrauliques faites, donc qui cartographient, qui disent voilà, ces zones-là, elles peuvent être sous l'eau, et puis elles peuvent être sous l'eau à telle hauteur d'eau, et on va décliner ces zones inondables dans différents documents. Alors on peut passer par un plan de prévention des risques inondations, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement pour Rion, mais une collectivité peut tout à fait décider de caractériser son niveau de risque de zone inondable et de caractériser ces zones inondables, et bien souvent, la connaissance de ce risque, cette cartographie des zones inondables, on va la retrouver dans les documents d'aménagement du territoire, dans les plans locaux d'urbanisme, dans les schémas de cohérence territoriale. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question et revenir au XXIe siècle, une zone inondable, c'est une zone dont on a la connaissance qu'elle a déjà été inondée, et une fois qu'on a fait des études techniques, des études hydrauliques, c'est une zone pour laquelle on est capable de caractériser une hauteur d'eau, une vitesse d'écoulement, et pour lequel ces informations peuvent être incluses dans nos documents d'aménagement du territoire. Merci. Yann Gassowski, ce qu'a expliqué Madame la Secrétaire Générale, voilà, le risque préexistant, je crois que c'est tout à fait votre mission. Tout à fait. Donc effectivement, d'un point de vue juridique, c'est exactement ça, donc la définition de la zone inondable. Ceci dit, c'est toujours un petit peu subjectif d'un certain côté. C'est-à-dire que par exemple, hier il pleuvait, le parking était inondé, est-ce qu'on va appeler ça une zone inondable ?
Non. Et pourtant, il y avait de l'eau. On va voir, par exemple, sur certains cours d'eau qui n'ont pas été étudiés hydrauliquement, cartographiés, très peu d'eau. Et pourtant, si on fait une étude hydraulique très poussée, on s'apercevrait que ce cours d'eau, le niveau d'eau, il pourrait monter de 5 mètres ou 6 mètres d'eau. Et on ne connaît pas, on n'a pas fait l'analyse, on ne sait pas. Et théoriquement, il devrait être en zone inondable, mais il n'a pas été cartographié. Donc il y a tout un tas de connaissances qu'il va falloir acquérir pour définir justement ces zones inondables. Alors, les zones inondables, on en parlait justement par les débordements de cours d'eau. Mais il y a d'autres phénomènes. Il y a effectivement la remontée de nappe, qui est un problème qui est lent, évidemment, parce que le niveau monte très lentement. Mais par contre, quand c'est inondé, ça reste très longtemps aussi. Donc c'est d'autres problématiques. Et on s'aperçoit aussi actuellement, des études qu'on fait de plus en plus souvent, des études de ruissellement. C'est-à-dire, en fait, là, c'est tout simplement c'est la pluie qui tombe et qui ruisselle. Ces cartes de zones inondables par le ruissellement viennent vraiment d'apparaître dans les dernières années. Parce que c'était des techniques qu'on ne maîtrisait pas avant. On avait une petite connaissance en fait des problématiques de ruissellement, mais par contre c'était très difficile à cartographier. Donc on va commencer justement à cartographier ces zones-là et à apporter justement une connaissance un peu plus précise des cartes d'inondation par rapport au ruissellement. Monsieur Piel, dans tout ce circuit qui va du moment où on identifie le risque, au moment où peut-être qu'un jour quelqu'un va s'installer ou pas à un endroit où on va l'autoriser, quel est le rôle de l'urbaniste? À quel moment est-ce que vous intervenez? Alors, l'urbaniste, traditionnellement, je ne sais pas, on va dire depuis le 19e, il intervenait, il construisait sa ville, point. Et puis ensuite, les ingénieurs, les hydrologues se débrouillaient avec l'eau. Généralement, ils mettaient un tuyau, ils évacuaient l'eau très loin. Aujourd'hui, les urbanistes, ils essaient d'avoir une autre approche. Ils ont écouté un petit peu Voltaire et Rousseau, et ils se sont dit, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'aléa. C'est il pleut, ou la mer monte, ou la rivière est en crue. C'est normal, c'est la nature, quoi. Ensuite, c'est est-ce que si on construit dans la zone inondable, là d'un coup on crée une vulnérabilité. On crée un espace vulnérable. Et c'est l'aléa plus la vulnérabilité qui fait le risque. Donc nous, urbanistes, en fait, la nouvelle génération dont je prétends être malgré mes cheveux blancs, c'est de se dire, bon voilà, on va plutôt faire attention à ça, plutôt de se dire, comme on faisait avant, on va mettre l'eau dans les tuyaux, on va mettre des digues, on va mettre tout ça, on va essayer de faire autrement. On va dire, ok, l'eau peut monter, effectivement, de façon rapide, de façon lente. À quelle saison, est-ce que c'est prévisible ou pas? Et en fonction de ce contexte-là, on va dire, c'est à nous d'adapter l'urbanisme à ça. Et là, ça change complètement tout. Parce que c'est à nous de trouver, de peut-être pas construire là où on avait construit, c'est peut-être de construire différemment sur des pilotis ou pas, c'est peut-être aussi faire que si jamais il y a une rupture de digue par exemple, eh bien on puisse monter à l'étage. Bref, c'est faire en sorte de diminuer, voire de réduire la vulnérabilité. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en ayant cette approche-là, finalement l'eau petit à petit, elle devient de moins en moins un risque et elle devient de plus en plus une ressource. On se dit, ah mais c'est bien en fait, si l'eau viens, profitons-en. Peut-être qu'elle va dessiner un cheminement qui sera intéressant. Peut-être qu'elle va elle va venir hydrater le sol, peut-être. Donc laisser pousser la végétation. Bref. Donc nous, urbanistes, c'est dans cette optique qu'on est. Et d'autant plus, mais peut-être on en parlera après, d'autant plus qu'aujourd'hui, il me semble en tout cas que l'État, la nouvelle réglementation, dont les PPR, vont dans ce sens-là, quoi. Et c'est tout l'intérêt de la chose. Rapidement, juste un petit point. C'est vrai qu'on parle des inondations avec un côté toujours négatif, mais les inondations, ça a des côtés quand même très très positifs. On se rappelle nos cours d'histoire avec les Égyptiens qui avaient un dieu spécifique, le dieu Hapi, qui avait un nom bizarre d'ailleurs, le dieu Hapi, qui était le dieu justement des montées du Nil pour les débordements dans la vallée du Nil, pour apporter des sédiments et fertiliser les terres. Et donc, on voit effectivement toujours le côté négatif de l'inondation, mais une inondation, ça reste négatif quand il y a effectivement, comme on disait, le croisement entre l'aléa et les enjeux. Mais s'il n'y a pas d'enjeux, ou des enjeux qui sont dangereux avec les aléas, il n'y aurait pas de problème. Alors,
Dans nos plans de prévention des risques et dans la traduction qu'on va en trouver dans les documents d'urbanisme, en règle générale, je vais être très schématique, mais ça suffit amplement. On va y trouver une zone rouge et une zone bleue. La zone rouge, parce que je suis un petit peu moins optimiste que vous, la zone rouge, là, on n'y va pas. On ne construit pas. C'est pas possible. Mais parce que derrière, on peut l'utiliser comme zone d'expansion de crue, donc elle va peut-être amoindrir, diminuer l'intensité de la crue, parce qu'on peut y refaire des coulées vertes, on peut redonner de la biodiversité dans nos villes. Donc, mais ces zones rouges, c'est celles où le risque, on n'arrivera pas à le gérer, si on y met de l'urbanisme. Et là où ça devient intéressant, c'est les fameuses zones bleues qu'on trouve dans les documents d'urbanisme ou dans tirés des PPRI, où là, il faut qu'on trouve un consensus. Et le consensus, il est évidemment lié à la forme urbaine, à ce que les urbanistes vont travailler en ayant connaissance du niveau d'eau qui pourrait être là en cas d'inondation. Mais ce n'est pas que les urbanistes et les architectes. Il faut aussi que collectivement, les élus, les associations, les riverains, les gens qui vivent là, collectivement, on se pose la question de qu'est-ce qu'on est capable de supporter. 1, on connaît le risque. 2, une fois que le risque apparaît, jusqu'où la population est capable d'accepter des retards des secours, parce que peut-être que ce sera difficile que les secours arrivent, des évacuations de leur logement. Et c'est à partir de cette discussion qu'il faut qu'on trouve le consensus collectif pour autoriser la construction et l'urbanisation de ces zones inondables. Donc ce n'est pas une règle intangible. Il n'y a pas une règle de construction intangible que l'État va imposer parce qu'on a connaissance du risque. Il y a vraiment un travail un travail collectif local pour savoir jusqu'où on est capable d'accepter ce risque et cette contrainte. Oui, Yann Gassowski, je crois que vous avez travaillé sur ces sujets-là pour créer ce qu'on appelle peut-être des zones particulières. Alors, est-ce que ce sont des zones rouges ou bleues, les zones particulières, ou est-ce que c'est encore autre chose ? Oui, alors effectivement, on a l'exemple d'un secteur sur lequel on a travaillé au sud de Nantes, secteur de Rezé-les-Îles. Je ne sais pas si on va le voir ici. Ouais, donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Nantes, je vais montrer ça. Donc, l'île de Nantes ici, que vous voyez, et donc tout ce secteur qui va être aménagé. Et donc, qui se trouve... alors c'est peut-être, oui, on voit la carte du PPR ici. Donc il y a une partie effectivement qui est en zone bleue sur la zone, et donc qui serait sujette aux inondations. Alors c'est un secteur assez particulier parce que c'est un secteur qui est complexe d'un point de vue hydraulique, avec une problématique donc fluviale. Donc ça, c'est vraiment les eaux qui viennent de la partie amont du bassin versant, donc en amont de Nantes. Et en même temps, une configuration maritime. C'est-à-dire que Nantes, il y a toujours la marée qui agit sur Nantes. Et donc, en fait, on a une inondation qui est un cumul des deux. Ceci dit, il y a un point quand même qui est très important sur Nantes, c'est qu'on connaît assez bien les inondations. C'est-à-dire qu'une inondation qui arrive à Nantes, ce n'est pas du tout une inondation qui arrivera dans le sud de la France, dans une petite vallée avec un relief très marqué. Une inondation sur Nantes, c'est une crue qui va arriver, qui va venir du Massif central, qui va se propager pendant quelques jours, pendant même quelques semaines, pour arriver jusqu'à Nantes. Donc on sait presque à l'heure près, à l'heure à laquelle va arriver le pic de crue sur Nantes. De même, on sait également, on connaît la marée. On connaît exactement la marée qui se passe donc à l'exutoire, à Saint-Nazaire. Alors, la marée, elle est bien prévisible. On a une interrogation, une petite variable d'incertitude qui s'appelle la surcote. Donc la surcote, c'est un phénomène donc, avec la météo. Donc une basse pression, ça va tendance à rehausser le niveau d'eau. Mais même ça, on arrive à faire des prévisions de surcote. Alors, à quelques centimètres près, on n'est pas trop mauvais quand même. Donc on arrive à connaître le niveau d'eau à l'aval également. Ce qui fait qu'on arrive à connaître le niveau d'eau à l'aval, on arrive à connaître le débit qui arrive en amont sur Nantes, ce qui fait qu'on peut vraiment prévoir le niveau d'eau qu'il va avoir sur Nantes au moment le plus défavorable. Donc à partir de là, quand on a déjà la connaissance du risque, on peut déjà anticiper bien plus facilement les actions à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment un point très important.
Donc on repart de cette construction en zone inondable. Effectivement, c'est un point qui surprend toujours, hein, de se dire bah oui, mais attendez, c'est quand même pas terrible, il y aura de l'eau. Alors oui, il y aura de l'eau, mais il n'y aura pas de l'eau tous les jours. Ça reste des événements qui sont exceptionnels. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Et comme je disais, c'est aussi un niveau d'eau qu'on va pouvoir prévoir. Donc on va pouvoir mettre en place une situation pour que les gens qui vivent là puissent accéder facilement ou sortir facilement du quartier. Donc on va concevoir, donc avec les urbanistes, un aménagement qui va permettre aux gens de pouvoir sortir facilement de ce quartier ou y accéder. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir toujours y vivre. Donc avoir cet effet de résilience dans le quartier. Sur la nature des habitations, qu'est-ce que ça a changé concrètement? On retrouve quel type d'habitation dans ce quartier? Alors, on va avoir un peu de tout. C'est-à-dire qu'on va avoir des maisons qui peuvent être sur pilotis, comme on a déjà sur le secteur. On va avoir aussi des bâtiments qui vont être conçus de façon à ne pas obstruer les écoulements. C'est-à-dire qu'on va toujours favoriser l'écoulement. Donc évidemment, on ne va pas mettre des ouvrages qui vont complètement bloquer l'écoulement dans la zone. On va également faire des passages refuges. Donc en fait, des sentiers qui vont être surélevés par rapport au terrain naturel. Mais ces sentiers, également, on va faire transiter l'eau par-dessous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bloquer les écoulements avec ces sentiers-là. Donc on va faire des passages aussi d'accès vers des zones refuges afin d'éviter justement toute problématique d'inondation. Donc le secteur doit être vraiment conçu et aménagé en prenant en compte cet aspect hydraulique. Donc on ne cause pas du risque pour les gens et on n'impacte pas non plus le fonctionnement hydraulique de la rivière. Alors ça, c'est vraiment pour l'aspect purement aménagement du secteur. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il va y avoir quand même de nombreux logements. Et ces logements-là, s'ils n'avaient pas été faits là, ils auraient été faits ailleurs, donc dans d'autres parties du bassin versant ou un peu plus en amont. Ce seront des zones qu'on aura imperméabilisées. Et c'est bien plus négatif de partir là-dessus. Ces zones, elles sont déjà imperméabilisées, donc on ne change pas vraiment l'état du sol. Et on garde en fait toujours la fonctionnalité de pouvoir habiter, que les gens n'aient pas trop de transport non plus à faire, parce que s'ils doivent faire la route, les 30 km ou plus pour revenir sur Nantes, évidemment le côté environnemental, il est complètement passé à côté. Donc en fait, l'objectif, ça reste toujours, si on peut, et donc, ce qu'on disait, on ne va pas faire des aménagements en zone rouge, on va rester dans les zones bleues, mais par contre, on va aménager tout le secteur de façon à pouvoir vivre bien avec les inondations. Est-ce qu'il y a des innovations, alors peut-être dans le domaine du bâtiment, de l'urbanisation, ou dans le domaine de la connaissance, qui font qu'aujourd'hui, on se permet peut-être des choses qu'on ne se serait pas permis il y a 30 ou 40 ans? Alors, oui et non. Alors là, il y a deux parties. La première partie, c'est la connaissance. C'est-à-dire que maintenant, on a effectivement une assez bonne connaissance en fait, des fonctionnements hydrauliques. C'est-à-dire qu'avant, on avait des indications sur les niveaux d'eau grossièrement. C'était plutôt de l'historique. Maintenant, on a des outils de modélisation qui nous permettent de connaître vraiment les fonctionnements hydrauliques de la rivière. Et donc, par où va passer la rivière. Et à partir de là, on peut vraiment proposer des aménagements très spécifiques pour les bâtiments, de façon justement à continuer à garder ces écoulements. Alors ces outils-là, en fait, c'est des outils de modélisation qu'on n'avait pas il y a quelques années. C'est des outils de modélisation, c'est des outils de calcul. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire des calculs beaucoup plus puissants avec des données beaucoup plus fines. C'est-à-dire qu'actuellement, maintenant, on a une bonne couverture du territoire avec des données topographiques qui sont à peu près tous les mètres. Bon, après, un petit recalage à faire, mais généralement, c'est une très très bonne connaissance du terrain qu'on n'avait pas avant. Donc tout ça, toutes ces données techniques, ces outils de calcul, ces données de base, ces données aussi historiques, c'est-à-dire qu'effectivement la Loire, on la connaît parce que la station de Montjean sur la Loire, qui est un peu plus en amont, on a des données depuis presque 150 ans, mais plus on avance dans le temps, plus on a de connaissances, plus on a de données, on arrive à analyser et connaître beaucoup mieux le fonctionnement hydraulique par des analyses statistiques. Donc toutes ces données en fait vont nous permettre de bien définir en fait les événements qu'on essaie de reproduire et à partir de là bien connaître en fait les axes d'écoulement
et en fonction des axes d'écoulement, définir les habitations et les aménagements qu'on va pouvoir mettre en place sur ces secteurs-là. Christian Piel, quand on se promène en ville, à Nantes par exemple, et puis il y a peut-être d'autres exemples où vous avez travaillé, on ne voit pas forcément, quand on regarde les bâtiments neufs, ce qui est nouveau, ce qui a changé. C'est peut-être pas, pour le profane, c'est pas forcément visible à l'œil nu, mais est-ce qu'il y a des innovations aussi bien dans la construction, c'est plutôt côté architectural, ou dans la conception générale de l'urbanisme qui font qu'on est peut-être plus résilient aujourd'hui? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de façon d'aborder les choses, qui est lié à plusieurs choses. Effectivement, le fait qu'on arrête ces digues, en tout cas pour Pirmil, aujourd'hui, on ouvre ce site. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que en fonction des fréquences d'inondation, il va y avoir une végétation, une biodiversité qui va pousser. C'est-à-dire qu'on remet dans un tissu très urbain une nature assez naturelle, je dirais, c'est-à-dire qui est liée à ces différentes présences de l'eau. Et qui avait disparu, absolument. Donc, alors pourquoi on enlève ces digues, pourquoi on enlève tout ça? C'est aussi parce que ça coûte très cher et qu'on a du mal aujourd'hui à garantir leur entretien. Donc plutôt, et ça c'était plutôt l'État qui garantissait le bon fonctionnement de ça. Et aujourd'hui, en termes de coûts, enfin, en plus avec l'extension urbaine, on a tendance et c'est la loi, c'est la GEMAPI, à faire en sorte que c'est plutôt les collectivités locales qui ont à prévenir le risque. Donc elles n'ont pas forcément les moyens de ces digues, surtout de les entretenir. Donc il faut qu'il y ait une autre approche, premièrement. Autre sujet, c'est cette demande très forte de nature en ville. Aujourd'hui, on a envie d'avoir de la nature en ville. On veut des trames vertes, on veut des promenades, on veut tout ça. Il y a une très forte demande de renaturation. Voilà. Et le troisième point, je ne m'en rappelle plus, mais c'est pas grave. Et donc tout ça, c'est là où il y a un peu de la... Ah si, voilà, c'est le traitement de l'eau. Très longtemps, l'eau pluviale était mélangée aussi aux eaux usées, qui étaient mélangées aux rivières, qui étaient sales. Donc l'eau était sale, l'eau nuisait à la ville. Aujourd'hui, en tout cas en France, on sait plutôt bien séparer les eaux, et donc l'eau pluviale n'est plus mêlée aux eaux usées, en tout cas en surface. Les eaux des rivières ou des fleuves sont plus propres, donc on peut beaucoup mieux intégrer cette eau dans la ville sans qu'il y ait des problèmes sanitaires. Et c'est ces trois axes-là qu'on fait qu'on peut changer d'approche. Et donc pour répondre à votre question, ce changement d'approche, c'est avant on était très génie civil. Génie civil, c'est du béton, c'est des tuyaux, c'est artificialisé pour combattre l'eau. Là, je parle comme un guerrier, mais c'est un peu ça. Et là, aujourd'hui, c'est un changement. C'est plutôt ce qu'on appelle du génie urbain, c'est moi. Et puis du génie écologique, c'est moins moi, mais c'est aussi un peu moi, où on essaie de trouver d'autres solutions. Et donc le génie urbain, et c'est là où il y a des nouveautés. Mais c'est vrai que nous, on travaille sur, juste en face, la ZAC, les deux ZAC de l'île de Nantes, là, pour la Saboa. Si vous vous promenez, vous ne verrez rien. Mais néanmoins, c'est très désimperméabilisé pour que l'eau puisse s'infiltrer. Les bâtiments en eux-mêmes ont des toitures terrasses végétalisées pour absorber ces eaux. Le cheminement des eaux va permettre d'infiltrer l'eau et donc de recharger la nappe et donc de recharger aussi la Loire. Donc il y a tout un tas de petits processus qui ne se voient pas. Et pourtant, cette ZAC, mais comme Pirmil d'ailleurs, elle est dessinée et elle est calée, je dirais même, au centimètre près en fonction des différentes présences de l'eau. Donc ça ne se voit pas. Parfois, il y a effectivement des pilotis, des choses comme ça. Mais ce n'est pas l'essentiel. Et même, on essaie d'éviter ça. Parce que se promener dans un quartier où il n'y a que des pilotis, en fait, c'est aussi voir que des parkings. Donc, ce n'est pas forcément terrible. Donc, voilà, c'est dans le détail. Et c'est là où ça relève des compétences des bons urbanistes. Et là, je parle de moi, évidemment. Mais aussi des architectes et effectivement des paysagistes et effectivement des politiques. Parce qu'il faut aussi qu'un politique, quand on lui dit on va mettre une cour d'école dans un espace inondable, il ne faut pas qu'il ait peur. Il faut qu'il comprenne qu'effectivement, comme ça a été expliqué tout à l'heure, si jamais il y a une crue qui va venir, c'est inondable par la Loire une fois tous les 50 ans ou tous les 100 ans. La crue, elle va mettre 15 jours pour monter, donc il n'y a absolument aucun risque. Il faut qu'il y ait ces notions-là. Et heureusement, je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais pour de vrai, déjà, j'en parlais l'autre fois, l'État est complètement dans cet esprit-là. Et plus que vous le dites, je trouve. Pourtant, c'est vrai. Moi, je prends l'exemple du PPRI de Saint-Nazaire, secteur gare, j'en ai parlé l'autre fois, essentiel, c'est-à-dire que très inondable. En cas de submersion marine, il y a une vague qui va passer à travers tout le quartier de la gare qui est forcément très attractif. Donc on veut y construire des bâtiments. Le PPRI
et c'est là où c'est très nouveau, a dit, soit on interdit la construction, soit vous, collectivité, vous nous proposez, nous, État, un quartier qui sera résilient. S'il y a cette vague, il faut qu'il y ait 0 dégâts. Il faut qu'il y ait 0 dégâts d'un point de vue humain, 0 dégâts d'un point de vue des biens, et 0 dégâts même en termes d'usage et de continuité de service. Si vous arrivez à faire ça, donc à constituer une ville comme ça, on vous autorise à construire. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la notion de digue, on est dans la notion de respecter l'esprit. Nous État, nous, État, ce qu'on veut, c'est le résultat, c'est que ça se passe bien. Si en plus on peut éviter d'évacuer, etc., ça sera formidable. Donc, montrez-nous ce que vous savez faire. Voilà. Et c'est là où c'est en train de changer. Je suis ravie qu'on fasse la promotion de l'action de l'État par d'autres que des fonctionnaires, c'est très bien. Merci beaucoup. Non, c'est bien. Et alors, au-delà de ce que vous avez décrit, parce que tout ce que vous nous décrivez là, c'est la conception d'un quartier, autour d'une gare, c'est la façon dont on va concevoir la ville, la créer ou la recréer. Mais après, il y a la vie de tous les jours. J'imagine bien que dans ce secteur-là à Nantes, il va y avoir des immeubles, avec des gens qui vivent dans les immeubles, et puis les gens vont acheter, puis vont vendre, et puis la population va changer. Et il y a un enjeu de moyen terme, qui est de faire en sorte que cette population qui vit dans ces quartiers soit totalement consciente de la façon dont le quartier va fonctionner le jour où la crise aura lieu, le jour où l'inondation aura lieu. Et là, il y a un espèce d'effort permanent qu'on doit faire, nous, État, que les collectivités doivent faire, d'information, pour que les populations ne se retrouvent pas, le jour où la crue ou l'inondation a lieu, dans une situation difficile, alors même que le quartier avait été conçu pour absorber la crise. Donc ce n'est pas juste la conception de ces zones urbaines qu'il faut penser par rapport au risque, c'est aussi comment on vit avec, tous les jours, avec la population qui y vit. Et là, il y a vraiment un effort au long cours qu'on doit endosser tous, État, collectivité, mais pas que. Le fait que l'État, que la réglementation est imposée aux agences immobilières, quand vous vendez un bien, vous devez informer l'acheteur de tous les risques auxquels est soumis son bien. C'est par ce biais-là, par ce genre de contraintes, qu'il faut qu'on assure la continuité de l'information et la continuité de la culture du risque dans ces quartiers inondables. Mais ça, c'est tout à fait exact, sur un territoire comme celui-là où, effectivement, on va construire directement en zone inondable. Mais il y a plein d'autres zones en France qui sont protégées par des digues, par des barrages, et où là, la connaissance a complètement disparu. La conscience du risque a complètement disparu. Moi je suis originaire d'Orléans, les digues d'Orléans, Tours, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont derrière les digues. S'il y a une rupture de la digue, c'est une véritable catastrophe. Et les gens ne sont pas du tout conscients de ça. Là, l'avantage, on a presque l'avantage d'être à côté de la Loire, juste à côté. Et donc de se dire, bon, il y a toujours potentiellement quelque chose qui peut se passer avec la Loire. Alors, comme disait Madame la sous-préfète, l'objectif, c'est effectivement de faire passer toujours cette connaissance et cette conscience du risque. Mais quand on est à côté, c'est plus facile. Quand on est loin d'un secteur, c'est beaucoup plus difficile. Quand on est loin d'un barrage, à 10 km, 20 km, 30 km d'un barrage, quand il y a une rupture de barrage, c'est compliqué de faire prendre conscience aux gens qu'il y a un risque à ce niveau-là. Non mais 2 secondes. Et c'est là, par exemple, je reviens à la forme urbaine, c'est là où c'est essentiel. Si on voit une passerelle, si la passerelle elle est à 2 mètres, qu'elle est en permanence et qu'elle est utilisée tout le temps, eh bien, si jamais, parce qu'effectivement, rupture de digue à Orléans autour, c'est 2 mètres d'eau dans la ville en 2 heures. Donc, il faut aller très vite. On n'a pas le temps là, de discuter. Non, il faut trouver un abri, en fait. Et il faut que ces abris soient visibles en permanence pour que dans l'esprit des gens, enfin de la population, ils savent que c'est possible, mais que c'est pas grave, ça a été pris en compte. Il faudra monter sur la passerelle. De toute façon, ils y montent habituellement. Donc, il faut que ça soit visible en permanence et que ça soit effectivement affirmé, que ce soit dans la forme urbaine. Voilà. Plus qu'un panneau. Madame Tagan, on a déjà un peu abordé le sujet de l'artificialisation. On sait que c'est un sujet qui actuellement est
sujet de nombreuses discussions entre l'État et les collectivités, comme le sujet du risque l'a été pendant longtemps, il est encore. Comment se fait ce dialogue justement, et est-ce que actuellement, est-ce que cette notion de risque, cette notion de régulation de l'artificialisation est bien acceptée au niveau des collectivités, et quel est votre rôle, vous, à ce niveau-là? Je vais reformuler votre question. Finalement, on a un défi bien plus important que celui de construire ou pas en zone inondable. La question, c'est le réchauffement climatique et comment on va vivre dans quelques années dans nos territoires aujourd'hui tempérés. Donc derrière le réchauffement climatique, on a un sujet de biodiversité, on a un sujet de gaz à effet de serre, on a un sujet énergétique, on a plusieurs sujets. Le sujet des inondations est finalement un parmi d'autres. Et alors, au-delà de la politique qu'a lancé le gouvernement de production des énergies renouvelables, je mets ce sujet-là de côté. Au-delà des politiques de mobilité, donc plus de mobilité douce, moins de voitures, plus de trains, etc., moins d'avions, je mets ce sujet-là de côté. En matière d'aménagement du territoire, le législateur demande aux collectivités de s'inscrire dans une trajectoire de zéro artificialisation nette, qui se traduit de la manière suivante. Dans les 10 prochaines années, les collectivités devront s'engager à étendre leur urbanisation qu'à hauteur de la moitié de ce qu'elles ont fait les 10 années précédentes. D'accord ? Donc, les 10 dernières années, vous avez étendu l'urbanisation sur 100 hectares. Et bien pour les 10 prochaines années, vous n'aurez droit qu'à 50. Et pour les 10 années qui viennent ensuite, on s'engage à ne plus artificialiser. Alors ne plus artificialiser, ça ne veut pas dire ne plus construire. Vous pouvez renaturer certains secteurs pour imperméabiliser ailleurs, pour artificialiser ailleurs. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Le but de cette affaire, il n'est pas lié exclusivement au risque inondation, il peut être lié à ça, mais pas que. C'est de préserver nos espaces naturels, nos espaces agricoles. Alors à votre question de savoir comment les collectivités réagissent, il n'y a pas de collectivité dans la salle qui pourrait y répondre? Non? Les collectivités le prennent plutôt mal dans un premier temps et nous disent, alors les communes rurales nous disent « Ah mais nous, on sait pas beaucoup, notre urbanisation s'est pas beaucoup développée les 10 dernières années, donc nous, pour les 10 prochaines, on devrait avoir droit à plus, puisqu'on n'a pas eu beaucoup les 10 dernières années. » Les zones urbaines nous disent « Ah oui, mais non, mais le développement économique, c'est nous. Donc nous, il faut nous donner plus de droits à urbaniser que les communes rurales, qui, elles, n'accueillent pas beaucoup d'entreprises. » Et puis, vous avez les départements dynamiques, un peu plus urbains, qui disent « Ah oui, mais nous, on est la locomotive de la France. Nous, il faut qu'on ait le droit d'urbaniser, alors que dans la Creuse, bon, là-bas, c'est pour partir en vacances, et puis il y a juste des vaches, donc eux, ils ne devraient pas urbaniser. » Donc en fait, à tous les niveaux, quelle que soit la collectivité, le premier réflexe a été de dire on a des bonnes raisons de ne pas exactement faire ce que le législateur nous demande de faire. Ça a été la première réaction au moment des débats autour de la loi climat-résilience et du zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, donc la loi climat-résilience, cette loi qui impose le zéro artificialisation nette, elle date d'août 2021. On est presque 2 ans plus tard. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est réelle. Et on a des collectivités qui sont beaucoup plus allantes pour travailler ce sujet du zéro artificialisation nette. Et qui ont pris, dont la perception et le fait qu'on leur ait expliqué que les outils existaient, les outils de l'urbanisme ont existé. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de réticence avec les collectivités pour travailler ce sujet. Donc on négocie, nous État, on négocie pied à pied. Hein, je ne dis pas que c'est facile, mais je trouve que les collectivités ont pris le mors aux dents et vont s'inscrire en tout cas aujourd'hui quand elles élaborent leur plan local d'urbanisme, on y va. Ça y est, on y va, on réfléchit à comment densifier, comment urbaniser différemment. Et puis parce qu'on est en Vendée, il y a un deuxième acteur dont je voudrais parler, c'est les entreprises. Les entreprises qui, évidemment, si on les laissait urbaniser, en tout cas construire des usines, elles le feraient. Hein. Elles sont très très dynamiques en Vendée, donc il n'y a aucun problème. Vous leur donnez des surfaces, elles construisent.
Aujourd'hui, les industriels, vous leur dites, bah, écoutez, plutôt que de construire des usines en longueur, commencez à réfléchir à construire des usines en hauteur. Parce que le terrain, la surface, elle va se faire rare. Donc si vous voulez vous développer économiquement, il faut peut-être changer de logiciel et plus imaginer un étalement urbain, mais peut-être quelque chose qui monte vers le haut. Et alors ici en Vendée, on a eu des premières réticences évidemment au départ, mais aujourd'hui, finalement, les industriels, les chefs d'entreprise, vous leur donnez les règles du jeu et ils jouent avec. Vous leur dites, ben non, allez plutôt en haut qu'horizontalement. Et ben ils ont des idées, ils trouvent des choses, ils proposent des choses. Alors après, il faut qu'on se mette d'accord entre collectivités et État, mais la dynamique, ils sont en capacité de le faire. Mais c'est aussi parce qu'on a des architectes, on a des bureaux d'études qui sont en capacité de proposer autre chose. Et j'ai un exemple qui date d'il y a 1 an. Un chef d'entreprise était venu me voir en me disant, ben voilà, j'ai bien compris le zéro artificialisation net. À côté de mon entreprise, il y a un bassin de rétention. Vous savez, c'est ces gros bassins qu'on faisait à une époque pour retenir les eaux pluviales, plutôt que d'infiltrer avec des noues. Enfin bon, c'était l'aboutissement des tuyaux qui évacuaient l'eau. Le bassin de rétention. Et j'ai un chef d'entreprise qui m'a dit, bah, moi, mon entreprise, elle est sur la parcelle à côté du bassin de rétention. J'ai bien compris votre histoire de zéro artificialisation nette. Moi, ce que je vous propose, c'est de construire mon siège social sur le bassin de rétention. Je vais le faire sur pilotis. Et je vais monter pour faire mes bureaux, et puis je vais récupérer les bâtiments qui sont sur la parcelle pour étendre mon usine. Donc pour moi, le sujet, il est difficile, ça oblige à des vrais changements de logiciel et de façon de penser le territoire, mais je pense qu'on est capable de le faire tous ensemble, effectivement. Et le vertical, ça peut aussi être une question pour les habitants, parce que c'est pas toujours bien accepté dans certains territoires qui n'ont pas eu l'habitude. En France, on a plutôt une culture de ville assez plate par rapport à d'autres pays. C'est quelque chose qui... Est-ce que vous, Christian Piel, dans vos projets, vous avez été amené peut-être à être face aux habitants et à présenter des projets où il y avait peut-être plus de verticalité, c'était pas toujours facile? Alors, oui, je crois que dans tous mes projets, en fait, on va vers la verticalité parce que effectivement, l'espace, il est rare. Qui dit rare dit cher. Et voilà. Et puis aujourd'hui, en plus, plus la ville est dense, plus on peut mieux la desservir en transport en commun, en services divers. Donc oui. Et je trouve qu'il y a plutôt des bonnes solutions d'apporter. En fait, on a essayé de réfléchir aussi pourquoi on voulait avoir des maisons individuelles. C'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais en 2 mots, pourquoi on voulait des maisons individuelles? Parce qu'on veut un espace privatif, on veut être tranquille, on ne veut pas entendre son voisin, on veut avoir un horizon qui est dégagé, ou en tout cas qui est préservé sans voir au-dessus du voisin. Donc on a essayé d'intégrer tout ça dans l'architecture, en empilant, en jouant différemment, pour répondre à toutes ces contraintes. Donc on a des maisons, ce qu'on appelle des maisons de ville, ou des maisons continues, enfin bref, il y a tout un tas d'architectures qui intègrent ces problématiques, et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Donc allons dans ce sens-là. Et effectivement, il y a l'enjeu global de consommer moins de terrain agricole, pour tout un tas de raisons, dont les raisons de risque et de ressources. Je me tourne vers le public. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui ont des questions? S'il n'y a pas de questions particulières, on peut conclure. Je ne sais pas si l'un de vous a encore quelques mots à rajouter sur le sujet. Allez-y. Je veux bien. Non, parce qu'on a beaucoup parlé de risque. Effectivement, c'est l'inondation. Mais moi, alors j'ai commencé dans ce métier comme ça, où effectivement, nous, l'idée, c'était les premiers bassins de rétention. C'était comment intégrer dans la ville le risque d'inondation. Donc plutôt que ça déborde, on ne sait pas trop où, on a fait déborder ça dans des bassins de rétention qu'on a aménagés petit à petit. Et aujourd'hui, ça peut être un jardin, ça peut être n'importe quoi, qui va récupérer les eaux excédentaires. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, on est allé bien plus loin que ça. Et par exemple, il y a une contrainte aujourd'hui qui est ce qu'on appelle abattre les petites pluies les plus courantes. Alors j'imagine que tu dois connaître, mais c'est faire en sorte que lorsqu'il pleut, une pluie normale, on va dire, eh bien l'eau, elle ne ruisselle pas. Si elle ne ruisselle pas, l'avantage, c'est qu'elle ne va pas se charger en polluant, elle ne va pas aller dans les tuyaux où elle va se polluer, et ensuite, comme il y aura trop d'eau pour aller jusqu'à la station d'épuration puisqu'il a plu, ça va directement au milieu naturel. Donc pour éviter de polluer les cours d'eau, il y a une réglementation qui est en train, qu'on voit dans les SDAGE, donc aujourd'hui à l'échelle nationale, on va dire, qui est de faire une ville éponge. Alors c'est un peu curieux, ça fait un peu slogan, mais c'est faire la ville suffisamment absorbante pour que ces eaux-là, elles ne ruissellent pas, elles s'infiltrent. Alors elles vont s'infiltrer sur les toits, pas dans la maison, mais sur des toitures végétalisées. Ça oblige à conserver un peu de pleine terre, ça oblige à mettre de la végétation un peu partout. Et donc d'un coup, de la contrainte de gestion de l'eau,
on fait naître une ville beaucoup plus verte, beaucoup plus naturelle, je dirais. Qui dit ville plus naturelle avec des sols, dit des plantes qui vont pousser. Qui dit des plantes dit de la biodiversité. Qui dit de la biodiversité dit par exemple du rafraîchissement urbain, des îlots de fraîcheur urbain. Donc vous voyez, on va vers ça. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, mais c'est assez récent, mais j'en parle même si c'est plus vraiment lié à l'inondation, on se dit, mais finalement, puisque l'eau pluviale, elle sert à rafraîchir la ville, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres eaux qui, l'été, participeraient à cette végétation, viendraient hydrater cette végétation? Donc on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter les eaux usées, les eaux grises, etc., dans ces villes pour avoir des espaces très verts, très rafraîchissants? Et donc vous voyez, à travers la problématique de l'eau, il y a 30 ans, on a commencé à récupérer l'eau pluviale pour faire des bassins de rétention. Et comment petit à petit ça évolue et comment ça va, encore une fois, je trouve, dans le bon sens. Aujourd'hui, on est en train de réintégrer le cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau, comme on dit, et le petit cycle de l'eau, celui des eaux usées, etc., dans la ville, quoi, dans le milieu urbain. Et donc, plus ça va, en tout cas nous, plus ça va, moins on travaille sur le risque, où on rentre dans les projets via le risque, mais plus, en fait, on apporte l'eau, enfin, on aborde l'eau comme une ressource. Et ça participe du zéro artificialisation nette. Bref, le ZAN, oui, merci. C'est ça qui est très intéressant, c'est de plus en plus, on intègre ça dans la ville est support de l'inondation et de la ressource en eau, et tant mieux. Voilà. Un petit point aussi de ma part, c'est pour aussi aller dans le sens de ce que tu dis. Effectivement, retrouver des écoulements naturels, retrouver de la biodiversité le long des cours d'eau, c'est fantastique. Un des plus beaux paysages que j'ai vus, c'est des paysages d'inondation. Quand l'inondation, elle ne cause pas de dégâts, je reviens là-dessus, mais si on arrive à vivre avec l'inondation, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc moi, je garde toujours un très bon sentiment des inondations. Voilà. Il faut juste être conscient qu'il y a un risque et vivre avec. Voilà. C'est le limageur, en fait. Le limageur, tant qu'il n'y a pas de dégâts, c'est le plaisir du limageur. Exactement. Alors, comme il n'y a pas de questions, pour conclure, moi je ne résiste pas à vous donner un autre exemple. Alors, j'ai commencé avec le séisme de Lisbonne. Là, on va partir dans l'océan Indien ou l'océan Pacifique, comme vous voulez. Et vous allez comprendre. Nos îles ultramarines dans l'océan Indien ou l'océan Pacifique sont soumises au risque cyclonique. Dans le risque cyclonique, vous avez évidemment les inondations, mais vous n'avez pas que ça, les coulées de boue. Enfin, là, c'est la totale, le risque cyclonique. Et pour avoir vécu à plusieurs reprises outre-mer, il y a quelque chose de fascinant et qu'on n'a pas en métropole. Et il va falloir qu'on arrive à acquérir ces réflexes-là en métropole. En outre-mer, ce qui est fascinant, c'est que quand, à la radio, on vous dit « Ouh là là, alerte », alors j'ai plus les termes, mais alerte précyclonique de niveau 1, tout le monde va acheter des bougies. Alerte précyclonique de niveau 2. Tout le monde s'assure qu'il a bien des piles électriques pour écouter la radio dans les jours qui viennent. Alerte précyclonique de niveau 3, on scotche les fenêtres. Parce que si jamais les fenêtres explosent à cause d'un arbre qui tombe, le fait de les avoir scotchées, si vous êtes derrière la vitre, vous ne vous prenez pas tous les petits bouts de verre. Donc ça limite le risque, ça limite les conséquences. Et puis on continue à monter comme ça, et puis au bout d'un moment, les enfants sont ravis parce qu'on ferme les écoles, tout le monde est chez soi et on attend que le cyclone passe. Et ce que j'ai vécu moi dans ces outre-mer, je ne l'ai jamais vécu en métropole. C'est-à-dire que je n'ai jamais rencontré en métropole cette culture-là du risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dégâts. Un cyclone à La Réunion, entre les coulées de boue et les inondations torrentielles, il y a des morts à chaque fois. Mais il y a beaucoup moins de morts et beaucoup moins de blessés parce qu'ils ont cette culture du cyclone. Et ils savent quoi faire en cas de cyclone. Et c'est des choses simples, quand je vous parle des bougies, des piles électriques, du scotch, et puis de ranger tout ce qui risque de voler avec des vents à 300 km/h, c'est des choses simples. Et on diminue le risque et on arrive à vivre avec. Donc moi, si j'ai un vœu à formuler pour la suite, c'est qu'un jour en métropole, par rapport au risque inondation, mais par rapport à d'autres risques aussi, dans ces quartiers-là par exemple, que nos populations aient cette culture et ces réflexes du risque. Voilà. La crue va arriver, qu'est-ce qu'on fait ? On s'adapte et on sait ce qu'on a à faire. Merci à tous, puis surtout merci aux 3 participants. Merci, à très bientôt.